Eh bien, nous allons, je disais que c'est grâce à Reda que Grégory Chaitin est venu ici, et c'est grâce à l'intervenant suivant qu'il y est resté, puisque Raphaël Legier, lui, est titulaire de la chaire des transitions, mais surtout dans le cadre de l'Institut des études avancées dont j'ai parlé, qui vient d'être créé à l'UM6P, dont il est le directeur scientifique. Donc, Raphaël est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur le fait religieux, et son dernier livre est lui aussi assez provoquant, comme certaines choses que Reda nous a dites. Lui, son idée, le livre s'appelle Chaos, un terme grec, il nous dira pourquoi. La promesse trahie de la modernité. Son idée, c'est qu'en fait, la modernité était justement capable d'accueillir le sens, mais elle a été trahie. Donc pour cette question de science et quête de sens, c'est aussi une vision peut-être un peu différente de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant dans ce colloque. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'accueillir Raphaël Legier. Dans 20 minutes, me dit Jean. Hop. Parce que souvent on me roule. On me dit 20 minutes et puis après, donc je... Bonjour. Ah donc, puisqu'on est dans un colloque où... Enfin, la première idée, le premier mot, c'est science. Donc, plutôt que de faire ce que je fais d'habitude pour évoquer mon livre, Chaos, je vais commencer par la question de la science. Et après, je reviendrai petit à petit à mes petits concepts. On pourrait appeler cette première partie de mon exposé... la redécouverte du vide positif ou le complexe quantique, mais le complexe au sens d'être complexé. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis le complexe quantique au sens d'être complexé? Si vous prenez un certain nombre de termes que je ne vais pas détailler, presque l'essentiel des notions qui sont en usage chez les physiciens quantiques, ce sont quasiment tous, je ne sais pas si les physiciens quantiques s'en sont rendus compte, quasiment tous des termes négatifs. Décohérence, objet étrange, indéterminisme, incertitude, acausal. Et alors, cette espèce de façon de se définir soi-même en négatif, comme s'il y avait une sorte de complexe de ce que découvraient ces gens. Parce qu'ils découvrent des objets qui sont ce qu'ils sont, ils découvrent empiriquement un type de fonctionnement, mais comme ils vivent dans un monde où à l'évidence ce qu'ils découvrent n'est pas normal, ils disent « c'est étrange », donc ils finissent par les appeler des objets étranges eux-mêmes, sans même qu'on les force. Et cela on le trouve en particulier dans le fameux, archi-fameux débat, l'espèce de discussion entre Einstein et Niels Bohr. Et là on a le sentiment, dans la discussion, que non seulement c'est un dialogue de sourds, mais ça a été dit, expliqué, explicité des milliers de fois, mais que Niels Bohr a presque honte, le grand maître de l'école de Copenhague, en physique quantique, a presque honte de découvrir ce qu'il découvre. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à se défendre sur le fond, à dire que c'est logique, ce qu'il découvre. C'est-à-dire qu'en gros, Einstein lui dit « mais votre histoire d'indéterminisme, c'est-à-dire de monde qui sera un monde probabiliste, c'est seulement que vous utilisez les probabilités parce que vous n'avez pas encore les moyens de comprendre quels sont les rapports de cause à effet réels qui doivent forcément exister dessous, puisqu'il n'y a de logique que de rapports de causalité. Donc à partir de là, c'est juste que vous n'avez pas encore compris ce qui se passe réellement de façon fine. Alors, Bohr a beau lui dire, mais non, c'est que c'est le monde qui est probabiliste. Alors le débat est très intéressant parce que ce débat, il porte sur la question de...
parler de façon analogique, c'est comme avec des lunettes. On va dire, voilà, le microscope, c'est des lunettes. On regarde le monde avec des lunettes. Donc, Einstein leur dit, en gros, vos lunettes ne sont pas assez astiquées, vous n'avez pas encore les moyens d'avoir des lunettes qui sont suffisamment claires, suffisamment lisses, et donc, vous voyez le monde en flou. D'ailleurs, encore un terme, j'aurais pu l'ajouter, le flou quantique, utilisé par la mécanique quantique. C'est-à-dire, comme si on n'y voyait pas assez bien. C'est parce que vous n'y voyez pas assez bien. Mais un jour, lorsque vous aurez des lunettes parfaites, on se demande même ce que ça peut vouloir dire, cela dit. Mais lorsque vous aurez des lunettes parfaites, à ce moment-là, vous verrez la causalité. Et les physiciens quantiques disent non, c'est le monde qui est flou. Donc, autrement dit, chaque fois que vous essayez de le clarifier, vous ne le clarifiez pas. Ce que vous faites, c'est que vous essayez de le faire entrer à la mesure de ce que vous considérez comme normal, et donc, en réalité, c'est de plus en plus faux quand vous essayez d'interpréter en termes de causalité. Puisque c'est le monde lui-même qui est flou. C'est-à-dire, la manière de le dire en physique quantique, c'est que c'est le monde qui est probabiliste. Autrement dit, les probabilités ne sont pas un instrument imparfait destiné à être dépassé avec un nouvel instrument qui nous permettrait de connaître les rapports complets de ce qui est la réalité, mais les probabilités sont l'instrument le plus adapté à une réalité qui, en tant que telle, si on était platonicien, c'est-à-dire est une réalité qui, par essence, est probabiliste, en tant que telle. Alors, on va vous dire, mais ça, c'est complètement illogique. Je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que déjà chez les Grecs, puisque Grégory parlait de Platon, la notion de logos n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la logique aujourd'hui. Pourtant, c'est ce qu'a fait le mot logique, n'a rien à voir avec... C'est même une forme de raison, mais de raison qui ne consiste pas à enfermer la réalité dans des catégories simples, dans des catégories finies, dans ce que j'appelle, moi, des tiroirs modélisés. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un tiroir a priori, Reda l'a bien dit, c'est comme si on avait un tiroir a priori, c'est ça la formulation mathématique, c'est-à-dire c'est une formule, c'est-à-dire c'est une forme a priori, et lorsqu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le tiroir, on a tendance à essayer de faire rentrer de force en tapant dedans, vous voyez, paf, ça rentre quand même, ça c'est la théorie qui continue à... Et puis quand c'est vraiment trop grand et que ça ne rentre pas, on a deux solutions pour résister dans l'évolution des sciences. On dit soit c'est le hasard, whatever that means, on dit oui c'est une perturbation du système, et donc on évacue, et puis quand il y a trop de perturbations, c'est-à-dire quand elles commencent à devenir trop nombreuses et qu'on ne peut plus sauver le système, on s'énerve, le scientifique s'énerve, il prend le tiroir, il le casse, il le piétine, et il dit « je vais trouver un tiroir plus grand », c'est ce qu'on appelle une théorie plus générale. Et il ne lui vient pas à l'idée de penser qu'en fait le réel lui-même est par excellence et par essence plus grand que le tiroir. Cette qualité du réel non quantifiable, puisqu'une qualité c'est juste ce qui ne peut pas être quantifié, c'est la définition d'une qualité, c'est ce que j'appelle la transcendance. La transcendance, c'est quoi? C'est pas l'opposition à l'immanence, ça c'est encore une invention du XIXe siècle nihiliste. L'immanence, la transcendance, elle est forcément immanente puisqu'elle passe à travers. Trans, c'est passer à travers. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à aborder la transition, même la transition écologique, c'est pour moi par manque de transcendance, parce qu'il y a trans aussi. Donc, je crois que c'est tout à fait le contraire, que la transcendance est quelque chose de fondamental, de ce point de vue-là, qui n'est pas du tout en contradiction avec la science, qui est même l'énergie du désir scientifique, du désir de se dépasser, de connaître, d'aller au-delà, etc. Mais qui a subi au XIXe siècle une sorte de retrait, de fermeture, qui en réalité n'est pas du tout scientifique, mais au contraire dogmatique, qui est même anti-scientifique. Le nihilisme du XIXe siècle est en fait anti-scientifique par rapport au projet, qui est le grand projet du XVIIIe siècle, qui a une originalité par rapport
au monde traditionnel, et c'est là où je vais en venir. Qui a une grande originalité, certes, mais pas l'originalité qu'on imagine. Pas du tout l'originalité qu'on imagine. Ce n'est pas le rationalisme. C'est la rationalité, pas le rationalisme, le XVIIIe siècle. Alors, pour vous le prouver, je ne vais pas dire des choses générales et utiliser une dizaine d'auteurs, passer de l'un à l'autre. J'aurais pu parler de Leibniz, que c'est une passion qu'on a en commun avec Grégory. Leibniz, moi, je trouve ça... Je trouve que c'est un auteur absolument exceptionnel, dont tout le monde dit qu'il est déterministe, alors que je ne pense pas du tout qu'il soit déterministe. Il a une manière d'être déterministe qui est en même temps un pari sur l'infini, donc qui nie son propre déterminisme. Mais je vais prendre un auteur plus simple, même s'il a la réputation d'être compliqué, qui en fait est plus simple. C'est Emmanuel Kant. Pourquoi? Parce que Emmanuel Kant, c'est de l'avis de tout le monde, même des philosophes et des scientifiques les plus réductionnistes, comme on dit, le père de la modernité, clairement. Emmanuel Kant, c'est le père critique de la raison pure, c'est la critique des sciences, de notre rapport à la métaphysique, etc. Critique de la raison pratique, c'est le fondement de l'humanisme, de la morale et de toutes les discussions qui existent encore aujourd'hui sur l'espace public, sur toutes ces choses-là. Critique de la faculté de juger, c'est notre rapport au jugement esthétique, à la singularité du beau aujourd'hui, ça fonde notre rapport au monde. Enfin, les trois critiques, c'est vraiment l'acte de baptême de la modernité au sens premier du terme. Et donc, que nous dit Emmanuel Kant? Pour moi, Emmanuel Kant, eh bien, il dit exactement ça. C'est-à-dire que son entreprise, c'est une entreprise de relégitimation de la transcendance dans son aspect le plus naturel, et j'emploie les mots à dessein, j'emploie tout le temps les mots de façon assez précise, j'essaye. Puisque naturel, ça veut dire natus, ça veut dire naissance, c'est-à-dire à l'état naissant, à l'état basique. C'est-à-dire, c'est le pari de ce que j'appelle dans mon livre, et j'ai utilisé chaos comme synonyme de cela, et j'expliquerai pourquoi, la transcendance brute. L'originalité de la modernité, c'est le pari de la transcendance brute. Je vous disais tout à l'heure que la transcendance, c'est un mouvement, c'est une énergie, le désir d'être plus grand que soi et de voir que le monde est plus grand que soi. C'est ça qui pousse à la science aussi. Hein? Pourquoi brute? Comme le pétrole brut, c'est une métaphore énergétique. Le pétrole brut, cette énergie brute de la transcendance, elle ne peut pas être utilisée directement parce qu'elle est trop violente, elle est trop originelle, elle est trop forte. Par conséquent, elle a besoin, et c'est ça ce que sont les traditions religieuses, elle a besoin d'être raffinée comme on raffine du pétrole, et une fois qu'on le raffine, eh bien on peut l'utiliser pour le mettre à l'état d'essence dans sa voiture, pour faire circuler sa voiture. C'est pour ça que les religions, ma définition des religions, au sens institutionnel du terme, sont en quelque sorte des usines de raffinage de la transcendance brute. Qu'est-ce que ça veut dire, pour être encore plus précis? Eh bien, elles construisent des représentations qui permettent aux humains d'assimiler ce qui n'est pas assimilable, puisque par définition, c'est ce qui est plus grand. Et elles permettent de l'assimiler avec des rituels, avec des fonctionnements sociaux, avec des règles particulières, temporelles, des règles finies, alors que c'est de l'infini dont on parle, finalement. Et donc, et avec des dogmes, c'est-à-dire avec des fermetures relatives, mais qui se savent limiter. Les dogmes eux-mêmes se savent limiter dans le monde traditionnel, contrairement au dogme matérialiste, qui est donc plus dangereux pour ça. Donc, on a un monde, on s'approche petit à petit de tradition, c'est-à-dire avec une multitude de représentations qui sont dépendantes de nos identités culturelles, de là où nous sommes. On le dit, il y a eu énormément de travaux qui ont montré qu'il y a dans la religion toute une dimension qui est une dimension utile, mais utile socialement, directement, c'est-à-dire l'interdit du porc. C'est clairement quelque chose qui est lié à aussi des exigences médicales, hygiéniques, etc. C'est-à-dire que ça permet de mieux vivre. Mais c'est aussi pour ça que quand on reproche à la religion d'être immédiatement instrumentalisée par le politique,
On pourrait dire que oui, dans un sens, puisque à partir du moment où la transcendance est devenu un instrument utilisable, il peut être utilisé par n'importe qui, et donc forcément par le politique. Mais pour autant, il ne faut pas jeter la transcendance. Il ne faut pas jeter la transcendance brute qui est en fait, à l'état natif, la source même de ce qui nous fait être humains, de notre créativité, de notre désir d'être plus grand que nous-mêmes. J'ai l'habitude de dire, les humains ne sont que des êtres de désir, comme le vivant en général, mais il y a 3 strates de désir. Première strate, désir de survivre, on partage ça avec la moindre cellule. Deuxième strate, désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, c'est ce qu'on pourrait appeler le confort. J'appelle ça aussi le luxe objectif. C'est du luxe parce que je pourrais m'en passer, c'est-à-dire pour aller chercher ma nourriture, je vais aller en vélo, donc c'est plus confortable. C'est du luxe, donc, puisque j'aurais pu y aller à pied. Mais néanmoins, c'est objectif parce que je sais ce que je mesure en termes d'énergie, en termes d'économie d'énergie. C'est-à-dire que je sais que je vais y aller en 10 minutes au lieu d'y aller en 1 heure. Donc c'est mesurable. Et puis il y a le 3e niveau, c'est le niveau de la transcendance, mais qui en fait chez les humains est fondamental, c'est le désir d'être. Et le désir d'être, comme c'est difficile de savoir ce qu'est l'être parce qu'il est trop grand pour nous, y compris notre propre être, eh bien on ne peut le manifester que par le paraître, mais de façon tout à fait noble. C'est pour ça que les religions ne peuvent pas se passer de décorum, et c'est pour ça que l'humain a désir de se distinguer, c'est pour ça que l'humain se met en scène tout le temps et toujours, même comme aujourd'hui, pour le meilleur, parfois pour le pire. La transcendance, elle est partout, immédiatement partout, quel que soit notre désir même de la... Mais quel que soit même notre niveau de nihilisme, le nihiliste lui-même, il veut se distinguer comme nihiliste, et déjà, il est mu par le désir de se faire remarquer, donc de paraître plus grand que ce qu'il est, au nom même de son nihilisme. Donc c'est impossible d'en sortir. Sauf qu'il y a ceux qui assument, et qui, dans un sens, sont plus tolérants, justement, et ceux qui n'assument pas, et qui deviennent les dogmatiques. Moi, mon idée, c'est qu'un individu qui est un fondamentaliste, je l'avais travaillé lorsque je dirigeais l'Observatoire du religieux en France sur le sujet, c'est que les fondamentalistes au sens d'extrémistes de tout craint ne sont pas ceux qui ont trop la foi, sont ceux qui ne l'ont pas assez. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de trouver à l'extérieur d'eux les signes de leur incapacité à croire. Ils ne sont pas capables de croire directement. Donc ils ont besoin d'avoir des signes extérieurs, qui peuvent être des signes violents ou prosélytes, de forcer l'autre. Celui qui a une relation directe à Dieu et à lui-même, donc à sa transcendance brute, c'est le mystique. Il n'a absolument pas besoin de signes extérieurs. Or, la modernité, le pari de la modernité, en fait, pour la première fois dans l'histoire humaine, et de façon totalement inédite, à mon sens, c'est la promesse de la transcendance brute sans raffinage, donc sans représentation, sans tout le système qui permet de l'assimiler. Mais comme on ne peut pas vivre sans assimiler, malgré tout, donc sans représentation, c'est de laisser ouvertes toutes les représentations possibles. D'où le nouveau paradigme qui consiste à aller chercher dans la multiplicité des traditions ce qui se réfère à sa propre transcendance intérieure. Et de fait, le mot, si je puis dire, le mot d'ordre, au-delà de l'ordre, de la modernité, les 2 mots fondamentaux, sont des mots qui n'étaient pas valorisés, même dans l'Antiquité grecque ou dans les différentes traditions, complètement, qui est devenu une banalité aujourd'hui. C'est le mot de liberté. Liberté, ça veut dire quoi ? Liberté, ça veut dire que ça ne peut pas être déterminé. Donc la liberté, c'est la vision positive de l'indéterminisme, déjà, dès le XVIIIe siècle. C'est ça, la liberté. Et subjectivité, le sujet. Je vous rappelle que les droits de l'homme, au départ, le nom technique des droits de l'homme, c'est les droits subjectifs. Des droits qui ne sont plus déterminés par ma position sociale, mais subjectifs. C'est mon choix, c'est une sorte d'inspiration individuelle. C'est la subjectivité qui prime. Et ce que nous dit Kant, contrairement à beaucoup de choses, Kant nous dit « il n'y a de science que des phénomènes », je cite, c'est-à-dire il n'y a phénoména, ça veut dire ce qui apparaît. On ne peut pas faire de science au-delà des phénomènes, autrement on ne peut pas déduire
ce qui est plus grand par la science qui ne touche que les phénomènes, mais donc la science, de fait, est libre de faire absolument ce qu'elle veut, parce qu'elle ne peut jamais blasphémer, dans la mesure où elle ne peut jamais nommer directement ce qui est trop grand pour elle. Donc il n'y a jamais de blasphème dans la modernité, non pas, comme on nous l'a dit à partir du XIXe siècle, parce que la science ne respecterait rien, mais parce qu'elle doit être suffisamment humble, c'est-à-dire critique dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, critique de la raison pure, c'est-à-dire critique, suffisamment humble pour savoir que de toute façon, elle ne peut pas... Ah non, j'ai regardé, attends, ne me roule pas, j'ai bien fait de regarder. Suffisamment humble pour savoir qu'elle ne peut pas toucher cette réalité en toute hypothèse. Alors j'avais prévu de vous montrer comment est-ce que Kant démontre tout ça avec les antinomies de la raison pure, etc., tout ça, mais je vais passer, parce que finalement, ce n'est pas si utile que ça pour le propos. Ça vous intéresse, oui. Oh, bah alors juste rapidement, ce que dit Kant sur les mais je ne veux pas hypothéquer le reste, dans les antinomies de la raison pure, c'est qu'il nous dit « Le monde est un système de cause à effet du point de vue phénoménal. C'est indéniable et c'est l'objet de la science, de trouver des lois de cause à effet, c'est parfait. Et on est libre de faire ça, mais d'ailleurs on ne peut percevoir que ça, puisque ce sont les limites même de notre entendement. C'est simple. Mais néanmoins, si nous poussons, et comme la seule chose que nous connaissons, ce sont les causes et les effets, et nous avons raison de penser que la seule chose que nous connaissons, ce sont les causes et les effets, si nous poussons jusqu'au bout la logique des causes et des effets, je vais expliquer pourquoi, les causes et les effets eux-mêmes ne sont plus logiques et ne peuvent pas exister. Mais pourtant, ils existent. Ces causes et les effets existent. Donc, c'est qu'il y a autre chose que les causes et les effets, qui ne peut pas être réductible aux causes et aux effets eux-mêmes. Et il le montre de quelle manière? Dit, prenons l'exemple du temps et du début du monde, puisqu'on parlait du Big Bang. Si le monde a commencé à un moment donné, je vous donne juste une antinomie, parce qu'après elles sont... Si le monde a commencé à un moment donné, et on dit, c'est le début du monde. Si on réfléchit en termes de cause et d'effet, immédiatement, ce début doit être considéré comme l'effet d'une cause, lui aussi, puisqu'on n'est que dans un système de cause et d'effet. Donc, ça ne peut pas être le début du monde. Ah, mince! Ah, pas grave, je balaye cette hypothèse, et je dis, bon, c'est plus simple, le monde n'a jamais commencé. Donc, il est infini dans le passé. Donc, c'est tout le temps cause et effet, cause et effet, cause et effet. Alors, à ce moment-là, Kant nous dit, mais si vous divisez le temps infini du passé par 2, vous savez ce que ça fait, l'infini divisé par 2? Ça fait encore l'infini. Autrement dit, si je prends l'exemple de notre naissance, mais je pourrais prendre n'importe quel événement, logiquement, si je dis que le temps est infini dans le passé, ça veut dire qu'il s'est écoulé un temps infini avant ma naissance. Donc je ne peux pas naître. Pourtant, je suis né. Donc ça veut dire que notre vision des choses en termes de cause et d'effet, que je considère le temps comme infini, que je considère comme fini, rend impossible l'existence des causes et des effets. C'est-à-dire que c'est les causes et les effets eux-mêmes, si on les considère jusqu'au bout, rendent impossibles les causes et les effets. Antinomie de la raison pure. Autrement dit, il est rationnel, c'est ce que Kant appelle la foi rationnelle, absolument rationnel d'avoir la foi, il est absolument irrationnel de ne pas avoir la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Kant. Je sais que les philosophes marxistes de la deuxième moitié du XIXe siècle ont complètement éliminé cette partie de la pensée kantienne, parce que ce n'était pas compatible avec leur vision, mais il se trouve que c'est ce que dit Kant. Alors, ça engendre quoi? Ça engendre cette idée, le pari de cette transcendance brute, dont on peut faire ce qu'on veut, que j'appelle chaos. Pourquoi je l'appelle chaos avec le grec K-H-O-S? Parce qu'à la différence de chaos, c'est H, qui veut dire, dans notre, même pas inconscient, dans notre conscient, désordre, privation d'ordre, pour le dire de manière vulgaire, bordel, c'est le chaos, c'est horrible. En grec, chaos, c'est positif. Le mot grec chaos, comme en latin d'ailleurs, veut dire vide. Mais nous qui avons horreur du vide, parce que nous avons perdu le sens de la transcendance, nous voyons le vide
comme le manque d'ordre, le manque de quelque chose, donc comme une frustration de quelque chose, donc comme quelque chose que nous voulons remplir avec tout ce que nous trouvons. Et comme la seule chose à laquelle nous croyons, c'est la matière, eh bien, ça aboutit par le remplissage d'argent, de techniques, de ceci, de cela, de systèmes de cause à effet, etc., etc. Alors qu'en réalité, ce que veut dire chaos en grec, ça veut dire vide, justement, de représentation, c'est-à-dire c'est trop plein pour pouvoir être saisi. C'est ça que ça veut dire. C'est le vide, dans le sens, c'est vide de toute possibilité d'en donner une limitation. C'est ça ce que veut dire chaos, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot chaos. Autrement dit, chez Hésiode, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaos, c'est ce qui donne naissance à tous les mondes possibles, mais qui est tout le temps, en tant que tel, naturellement irréductible et qui persiste en chaque chose et en chaque être. Et c'est là-dessus qu'est fondée l'idée de subjectivité, c'est là-dessus qu'est fondé le Paris moderne. Sauf que ce vide, en quelque sorte, c'est pour ça que je dis la modernité trahie, c'est-à-dire la trahison de cette promesse inaccomplie, c'est que nous n'avons pas été à la hauteur de la signification même de la modernité, pour toute une série de raisons que j'analyse dans le livre. Mais pour le dire vite, c'est comme lorsque vous êtes face à un vide qui vous donne le vertige. Une des techniques qu'utilise celui qui éprouve le vertige devant le vide, pour faire disparaître le vertige, et ça marche, hein, c'est de se jeter dans le vide. Et c'est très exactement ce que fait l'humanité, ça marche. Et elle a commencé par se jeter dans le vide en faisant une chose, en ayant tellement peur de sa propre liberté, de la responsabilité infinie à laquelle elle était livrée, qu'elle a construit la théologie la plus déterministe de l'histoire humaine, c'est-à-dire le contraire total du projet moderne, ce que j'appelle l'industrialisme, mais qui a en plus usurpé le nom même de la modernité. Ce qui fait que quand on parle de modernité aujourd'hui, alors que modernité, dans les termes, ça veut dire mode d'être, la multiplicité des modes d'être dans un même espace, c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire c'est pas l'élimination des traditions, c'est la multiplicité des traditions qui portent chacune la trace, dans leur raffinement divers, de la transcendance brute qui ne peut pas être saisie et qui ne peut être saisie par aucun dogme, mais qui dépasse, au fond, toutes les traditions, dont la modernité se fait la protectrice et la garante, parce qu'elle respecte tous les modes d'être. C'est complètement trahi. Et le pays où c'est le plus trahi aujourd'hui, c'est juste la France, avec une forme de déterminisme absolu qui, en fait, est invivable. Et comme il est invivable, et j'en terminerai par là, comme il est invivable, eh bien, parce que toute notre société, nos sociétés sont fondées sur ce qu'on appelle la démocratie, qui elle-même est une expérience mystique, l'expérience de la subjectivité. Et soit c'est une expérience mystique, la démocratie, soit c'est rien. Or, c'est en train de devenir presque rien à cause de ça. Parce que, d'un côté, on est obligé de dire « je crois à la liberté », on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, mais on s'est rendu incapable d'y croire dès le XIXe siècle, mais incapable d'y croire, mais en même temps, il faut bien qu'on donne un sens, donc on fait semblant, et donc la maladie fondamentale de notre siècle, c'est pas le fait d'évoquer des principes. J'étais avant-hier dans un colloque sur les droits de l'homme à Rabat. Tout le monde est d'accord, il ne faut pas torturer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc., etc. Même on a toutes les solutions techniques, etc. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas comment mobiliser le désir d'être parce qu'on ne croit pas à l'être. Et donc la maladie de notre temps, c'est le fait que nous faisons semblant de croire à des principes auxquels nous ne pouvons pas croire. Et donc notre monde est en train de mourir de la semblance, du fait de faire semblant, ce que j'appelle aussi le schizo-humanisme. C'est-à-dire un humanisme qui ne peut pas croire en lui-même, puisque si je crois en l'homme, c'est que l'homme doit être différent de la matière qui le compose, sinon ça ne sert à rien de dire je crois en l'homme. Mais en même temps, on dit, alors c'est toute cette espèce de logorée d'Habermas et de ces philosophes qui vont finir par dire oui, mais c'est l'espace public, c'est le collectif qui constitue l'homme et l'horizon. Oui, mais à la fin de la fin, si c'est que la somme de ces organes et qu'il n'y a rien d'autre, quel est le sens ? Moi, c'est ce que j'appelle cette éthique, je l'appelle aussi l'éthique palliative. Puisqu'il n'y a aucun espoir, on enlève tout espoir de grandeur, on finit par dire que la seule chose qu'on puisse espérer, c'est
notre propre auto-élimination, on finit par dire que l'idéal, c'est juste de durer le plus longtemps possible dans l'inconscience, la plus inconsciente possible de la destruction. Alors que la vision transcendante du monde, c'est le contraire d'une vision dogmatique, d'une vision fermée. C'est l'idée de se rendre compte que le monde est plus grand, et il est plus grand que ce qui nous apparaît, et donc prendre la mesure de cette démesure dans l'action. Prendre vraiment la mesure de cette démesure dans l'action sans faire semblant. Donc je crois que moi, mon message, c'est ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que, en un sens, aujourd'hui, et je termine vraiment par là, je sais que d'habitude, quand on dit « je termine par là », c'est encore une demi-heure, mais ce n'est pas le cas. J'ai l'habitude, moi j'en veux aussi aux gens qui font ça. Donc, vous avez remarqué que dès qu'on parle de politique, je parle dans la plupart des pays, immédiatement on a une vision négative. C'est comme si on disait quelque chose de négatif. La politique, c'est négatif, etc. Et pourquoi c'est devenu négatif, l'idée même de la politique? C'est parce que c'est ceux qui sont supposés des principes auxquels personne ne peut croire, mais dont tout le monde doit faire semblant de croire à ces principes, puisqu'ils sont fondés sur une idée de la transcendance auquel on ne peut pas croire. Mais donc tout le monde sait qu'on ne peut pas y croire. Donc tout le monde sait que ces gens qui font de la politique eux-mêmes n'y croient pas, donc on les méprise pour ça, déjà à minima autant qu'on se méprise nous-mêmes de ne pas arriver à y croire. Mais en plus, nous savons qu'ils savent, d'accord, qu'ils savent que nous savons qu'ils n'y croient pas. Mais sauf que, voilà, mais sauf que, et c'est ça le plus beau, sauf que ils ont l'outrecuidance de le faire quand même parce qu'ils ne peuvent pas résister. Donc on les méprise encore plus que nous-mêmes, ce qui est déjà pas mal. Merci. Merci Raphaël, merci. Un grand merci à Raphaël, cette intervention, là aussi, comme vous avez vu, très provocante concernant la modernité ou ce qu'on appelle la modernité, ce qu'elle devrait être, la politique, la religion. Là aussi, beaucoup d'idées riches. On va regarder qu'est-ce que Luc en dit de son côté. Nous avons eu vraiment trois... oui. La modernité se jetant à corps perdu dans le chaos et la complexité, effectivement. C'est pas mal. Merci. Merci Luc. Donc, nous avons eu trois très très beaux exposés, mais du coup on a pris pas mal de retard. Donc avant de faire la pause, je demandais à mon ami Moulay Youssef Alaoui de monter sur scène parce que c'est lui qui va animer la table ronde. Je lui ai confié cette mission d'animer la table ronde sur le sens de l'entreprise qui sera après la pause. Voilà, je vais juste vous le présenter et dire que je l'ai connu par un groupe qui s'appelle Entreprise Vivante, EVH, Entreprise Vivante pour les Hommes Vivants, qui a été fondé par un de mes grands amis, Bertrand Martin, qui est un ami commun à Vincent Lénart, ici présent, qui sera dans la table ronde, et moi-même, et que c'est un homme qui a beaucoup inspiré une vision humaniste de l'entreprise, et que Moulay Youssef Alaoui a créé la branche marocaine de EVH. Il est également dans Foi pour entreprendre, qui rassemble des chefs d'entreprise justement de différentes religions. Alors vous avez ici les ateliers qui seront, vous flashez les ateliers qu'on fera cet après-midi, et donc vous avez la possibilité de parler en atelier à tous les intervenants. Remettez les différents ateliers si vous les avez, 1, 2, 3, 4, enfin quand les gens ont flashé. Donc maintenant on va faire que 10 minutes de pause parce qu'on a vraiment pris beaucoup de retard, mais c'était passionnant, c'est l'exposé de cette matinée. Donc je vous demande une pause rapide, et après la pause vous retrouverez sur scène Moulay Youssef Alaoui et non pas moi. Voilà.